Salut les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez un petit thé, un petit café, une bouteille d'eau, peu importe, parce que ce mois-ci, je dois vous parler de 10 livres. Et non seulement j'ai lu 10 livres, mais j'en ai lu 5 qui étaient dans ma bibliothèque, donc très fière de moi, même si j'aurais pu faire mieux, ça va, ça va. Mais pourquoi est-ce que j'ai lu 5 livres qui n'étaient pas dans ma bibliothèque? C'est parce que je suis tombée amoureuse de la littérature coréenne. Encore une fois. Accrochez-vous, ce mois-ci, on parle d'énormes bangers et il faut que vous les lisiez. D'abord, j'ai besoin de vous parler d'Astérix et Obélix parce que, et je me suis fendu la poire, fendu le menhir, que dis-je, j'ai ri aux éclats, c'était tellement drôle, tellement jeu de mots, à la fois léger et en même temps un petit fond historique. C'était juste incroyable et j'arrive pas à me dire que je ne les avais jamais lus. Donc, j'ai décidé que j'allais tous les lire maintenant. Je veux construire une bibliothèque d'Astérix et Obélix. Je veux rire aux éclats le dimanche matin en lisant ma petite BD. Je pense que j'ai pas besoin de vous les recommander. J'ai l'impression que tout le monde en France a lu Astérix et Obélix. Ou en tout cas, une bonne grosse partie a lu Astérix et Obélix. Et je pense qu'il est temps de remettre au goût du jour les choses drôles, les bouquins drôles. Ensuite, développement personnel, ou plutôt développement professionnel. En ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de développer ma carrière, j'ai envie de devenir meilleure, et du coup, je cherchais un livre qui aide à construire non pas seulement sa carrière et la personne qu'on a envie d'être, mais de vraiment comprendre qui on a envie d'être au niveau professionnel, et qui nous donne des outils. Ce livre, je l'ai en tête depuis 5 ans. À l'époque, je regardais énormément de vidéos sur la productivité et le développement personnel d'Ali Abdaal, ça n'a pas vraiment changé, j'aime beaucoup ce sujet, même si regarder des vidéos et faire les choses, c'est pas tout à fait la même chose, on va pas se mentir. Et donc, ça fait 5 ans que j'ai envie de lire ce livre, et quand j'étais en Thaïlande, je l'ai trouvé. Le docteur Grace Lorden, docteur en sciences cognitives et comportementales, et du coup, dans ce livre, elle va nous donner plein de biais et auxquels on est tous sujets, que ce soit en tant qu'acteur ou que sujet, et d'avoir également des astuces pour pouvoir les contrer. Je trouve que c'est très important, notamment quand on est manager, mais aussi quand on fait partie d'une équipe, pour réussir à prendre du recul et à comprendre ce qui va et ce qui va pas dans notre comportement pour créer un environnement de travail agréable, puisque finalement, le travail, on a tous envie que ça se passe bien. Je sais même pas si ça vous intéresse que je parle de ça. Mais résumé, apprendre sur les biais cognitifs qui existent, comment les contrer, comment construire un réseau social qui va vous supporter et à la fois étendre vos connaissances et vos opportunités. Voilà. Ne pas hésiter à rêver, mais aussi à réorienter son projet si on voit que finalement on s'était un peu trompé. Et puis, bien sûr, essayer d'être un meilleur membre de la société professionnelle quand on est au travail et notamment quand on est manager, d'essayer d'être bon avec ses équipes et de leur ouvrir des portes et des opportunités parce que c'est à ça que sert un manager. Voilà. C'était super. Maintenant, parlons de Corée. Les gars, je suis trop excitée. Je pense que j'aurais dû filmer cette vidéo quand j'ai fini les livres, mais en fait, j'arrivais pas à m'arrêter de lire sur la littérature coréenne. Et comme il y a le challenge, que je vous mets là-haut si vous voulez nous rejoindre, c'était un peu compliqué. Et bref, j'ai commencé le mois en lisant le dernier livre que j'ai acheté en Thaïlande, à savoir La fin d'août, The End of August, de Yu Miri, qui est une auteure japonaise. C'est une auteure japonaise, mais qui vient de l'immigration coréenne au Japon après l'occupation du Japon. Et je dois vous avouer que quand j'ai ouvert ce livre pour la première fois, j'étais très dubitative. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Il y a des chamans, il y a des appels aux fantômes, des prières, des mariages, de la rage, et quelqu'un qui court un marathon, mais franchement pendant tout le livre. Pendant tout le livre, il y a inhale, exhale. Inhale, exhale. J'avais l'impression de regarder une vidéo de Yoga with Adrienne à l'époque où je faisais du yoga tout le temps. Et ça donnait un vrai rythme au livre de besoin d'endurance, de besoin d'effort pour comprendre et pour continuer cette lecture et en même temps de l'intrigue pour savoir pourquoi cette personne courait autant. Et je vais éviter de vous faire des spoilers, mais je vais vous faire clairement une vidéo sur l'histoire de la Corée si ça vous intéresse, je pense en 2 ou 3 parties. Donc ça va nous suivre pendant plusieurs semaines. Il faut que je la scripte, il faut que je la monte et il faut que je la filme. Ce livre retrace l'histoire du grand-père de l'auteur. Et à travers l'histoire de son grand-père, elle va retracer toute l'histoire des deux Corées jusqu'à la séparation. Et ensuite, on va suivre plutôt une immigration au Japon, donc la diaspora. Elle va parler donc de la colonisation japonaise, à quel point elle était violente à travers différentes images, que sont celles de la religion, des noms, mais aussi de la nourriture et des jobs auxquels on a accès, bien sûr de la langue,
de la langue imposée en Corée. Elle va parler de la révolution communiste qui a poussé à la scission en fait des deux. Elle parle pas trop de l'impact géopolitique des autres grandes puissances à l'époque de la guerre froide, mais du coup, ce qui était fou avec ce livre, et c'est vraiment la fiction historique comme je l'aime, parce que ça me donne envie d'aller creuser sur l'histoire de la Corée. Et du coup, quand je ferai les vidéos, je vous ferai aussi des recommandations de documentaires que j'ai vus, mais c'était juste incroyable de passer, je crois que je l'ai lu pendant 14 jours, parce qu'il fait 700 pages. Et j'étais tellement à fond dans l'histoire de la Corée, j'arrêtais pas d'en parler avec mon copain, je regardais des documentaires tout le temps, je regardais des interviews de l'auteur et je trouvais ça juste fantastique de plonger comme ça dans cette histoire que je connaissais très mal, voire pas du tout, très bien fait. Passage difficile, grand débat, grand thème, ce serait un super livre pour un club de lecture, je pense. Malheureusement, il n'a pas été traduit, donc accrochez-vous si vous voulez le lire en anglais. En revanche, je dois dire que cette édition est horrible, donc Tilted Axis Press, trop gros, la confort de lecture zéro, c'était horrible, j'arrêtais pas de m'en plaindre à mon copain, j'aurais dû acheter l'autre édition. Voilà. Petite astuce si vous voulez lire ce livre. J'ai l'impression que je fais un très mauvais job à vous présenter les livres. J'ai eu envie d'aller explorer plus de la littérature coréenne. Heureusement, mes bibliothèques en sont pleines, donc j'ai pu lire plusieurs livres, mais il me manquait quand même un axe de développement important, celui de la Corée du Nord. Après The End of August, j'ai décidé de lire un livre sur la Corée du Nord qui s'appelle La fille aux 7 noms de Haeyong Seo, qui vient de Corée du Nord et qui s'est échappé sans faire exprès. On va suivre tout son périple de la Corée du Nord jusqu'à la Corée du Sud. C'était fascinant de détailler la première partie sur sa vie en Corée du Nord. J'ai trouvé ça fantastique. Il parlait donc de la police, en fait, qui vient contrôler ce qu'on dit, ce qu'on fait, et qui c'est présent dans toutes les communautés. Donc, que l'on soit chez soi, où on peut être dénoncé par sa famille, que l'on soit au travail, où on peut être dénoncé par ses collègues, mais qu'on soit dans un immeuble où on va être dénoncé par la personne en charge de nous surveiller. On est tout le temps surveillé. Songbun, c'est le fait d'avoir une classification des familles en fonction de son arrière-grand-père, de son grand-père, de qui a combattu dans la guerre des deux Corées et de quel côté ils étaient. Donc si vous avez eu la chance, pour le régime nord-coréen, de venir d'une famille de révolutionnaires qui ont aidé à bâtir le pays, vous êtes très bien loti. Par contre, si ça n'est pas le cas, ou si quelqu'un dans vos ancêtres a commis un crime ou a voulu s'échapper, etc., c'est une tâche qui va durer pour toute la vie dans votre famille. Donc vous êtes mort, quoi. Vous aurez toujours des jobs pourris, vous ne pourrez pas grimper l'échelle sociale. Et quand on ne peut pas grimper l'échelle sociale en Corée, on le verra dans une autre lecture, mais c'est compliqué. Ensuite, elle parle aussi bien sûr de la famine qui a eu lieu et je pense qui a choqué énormément de Nord-Coréens puisque on leur a beaucoup dit que c'était le plus beau pays du monde, qu'ils avaient tout compris. Et en fait, il y a aussi toute la partie culturelle sur le culte de la personnalité des Kim et notamment de Kim Il-sung, donc de 1948 à 1994. Elle raconte sa mort, à quel point il fallait pleurer. Pareil, il y a des documentaires, c'était tellement intéressant. En fait, elle retrace tout ça et elle retrace aussi l'éducation, le système éducationnel dans lequel elle a grandi, ce qu'on leur raconte, les mythes, les légendes. C'était vraiment super bien fait. Et après, il y a toute la deuxième partie qui m'a intéressée, mais un peu moins, j'avoue, parce que j'étais beaucoup là pour l'histoire de la Corée du Nord, sur comment elle s'échappe, comment ils sont perçus à travers le monde, comment elle va réussir ou pas à rentrer en contact avec sa famille, etc. Donc c'était vraiment très touchant. J'ai pleuré, évidemment. Je suis une énorme madeleine, mais je vois que les livres sont bons quand j'arrive à pleurer quand même. Et là, vraiment, j'ai versé des larmes, les amis. Suite à ça, j'ai voulu en lire plus sur la Corée du Nord. J'ai lu L'accusation de bandit, donc c'est un nom d'emprunt, et c'est un homme qui a écrit des nouvelles alors qu'il habitait encore en Corée du Nord et qui a réussi à les faire sortir via une amie qui, elle, s'est échappée. Et c'était des images que j'ai trouvées très fortes et que je retrouvais aussi dans d'autres livres qui parlent de la Corée, où il fait beaucoup appel à des images de nature, des arbres, des oiseaux, pour montrer à quel point la dureté du régime contraste avec la beauté de cette nature qui doit être maîtrisée pour le bien du régime. Et je me souviens notamment d'une histoire où il y a un vieil homme qui a grandi sous le régime, qui a tout fait pour le régime, et qui en fait se retrouve à devoir vivre dans l'indignité de la famine, sans feu, presque sans nourriture, qui va aller détruire quelque chose qui lui tient énormément à cœur, qui est un arbre qui représente pour lui l'espoir de l'évolution de la Corée du Nord et de tout le travail acharné qu'il a mis pendant toutes ces années au service du parti. C'est une histoire qui m'a énormément touchée.
Franchement, ce sont pas des lectures qui sont très faciles, je trouve, de se dire que ça existe et qu'il y a cette oppression dans ce régime. Et à la fois, je trouve ça beau que ça ait réussi à sortir et qu'ils puissent partager ça avec le monde. Je suis pas très nouvelle, donc c'est pas forcément un livre que j'ai adoré, mais j'avoue qu'il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Après, si vous avez des astuces sur la façon de lire des nouvelles, je suis preneuse parce que clairement, je pense que je m'y prends mal. Parce que moi, j'aime bien lire tout d'un coup. C'est un peu comme quand je lis des poèmes, j'aime bien lire le recueil. Je me dis que si ces histoires sont ensemble, c'est qu'elles ont besoin d'être ensemble et donc qu'elles ont besoin d'être lues ensemble. Et c'est peut-être ça qui a rendu la lecture difficile, c'était cette accumulation de dureté et de rejet et de descente sociale, de perte d'espoir, C'était triste. Et suite à ça, je voulais lire un autre livre, mais je l'ai pas fait, parce que je crois que je commençais à en avoir marre, pour le coup, de lire un peu trop d'un coup que sur la Corée. Mais c'est un livre qui m'intéresse énormément, malheureusement, je ne peux pas acheter de livre, donc je ne vais pas le faire, mais ça s'appelle Cher Leader. Et là, c'est un homme qui était au service de la propagande pour le Parti communiste nord-coréen, qui écrit tout ce qui se passe ou presque, et qui va le publier, et qui va nous expliquer toutes les intrications du parti, intrications, j'invente des mots, qui a mis en place la manipulation des masses, l'écriture, ce que c'est d'être un artiste sous le régime nord-coréen, etc. Oh, ça a l'air trop bien. Je suis hyper excitée, je pense que je l'achèterai un jour. Je me dis que peut-être si j'arrive à lire 100 livres cette année. Ensuite, j'ai lu 2 autres livres coréens du Sud et des 2 Corées. Alors, j'avais dans ma bibliothèque Beast of a Little Land en anglais de Joo-e Kim, qui retrace pareil. Alors, un peu similaire à The End of the Goose, elle retrace l'histoire de la Corée, des Corées, à travers cette fois l'histoire d'une courtisane qui va être élevée en tant que courtisane de ses 10 ans, il me semble, et on la suit jusqu'à 60-70 ans, donc on suit vraiment toute sa vie. Et là, j'avoue que pour le coup, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, parce que j'ai tellement aimé The End of August, j'étais tellement dans l'histoire que j'ai trouvé qu'ici, l'histoire avec un grand H prenait le fond de la pièce par rapport à l'histoire avec un petit H. Et malheureusement pour jouer à Kim, l'histoire avec un petit H m'intéressait très très peu. J'ai trouvé que c'était très superficiel, je m'attachais pas du tout au personnage. L'écriture était assez jolie, assez poétique. Je me souviens de certains moments où j'ai trouvé ça cool. Mais franchement, je n'ai pas du tout accroché. Donc je l'ai fini. Ça finit sur des petites phrases qui sont un peu sympas, voilà, des petits trucs sympas pour Pinterest, mais vraiment ça m'a pas secoué les puces. Donc je vous le recommande pas nécessairement. Et après, je vous avais dit que j'adorais Cho Nam-jo parce que c'est elle qui a écrit donc Kim Ji-young, né en 1982, livre que j'ai adoré, que j'ai relu, que j'ai réadoré. Ensuite, j'ai écouté donc Miss Kim Knows, qui est sa collection d'histoires courtes. Elle a toujours ce style où elle met sur le devant de la scène les personnes oppressées, en gros. Majoritairement les femmes dans Kim Ji-young et dans Miss Kim Knows. Et ici, on va parler de pauvres. Alors, j'ai pas aimé. Voilà. Et je suis dégoûtée parce que vraiment, je pensais que j'allais adorer. C'est censé être une dystopie, ça se passe en Asie, c'est une auteure que j'adore. Et là, ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné pour moi. J'ai trouvé ça un peu décousu, la façon dont est construit le récit. J'ai trouvé qu'elle menait pas vraiment quelque part. Le plot twist à la fin, je l'avais deviné dès la page 3. Euh, vraiment, non. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, si on suit l'histoire d'un immeuble qui s'appelle la résidence Sa, et ça, en fait, c'est les gens qui sont rejetés de la population. Ils n'ont pas réussi à avoir leur certificat pour pouvoir travailler, alors que c'est un État qui a été acheté par des grandes puissances multinationales, et donc les gens qui viennent, c'est soit des expats, soit des locaux, mais qui ont des compétences incroyables. C'est pour un peu retracer Taïwan. On suit ce pays qui est dirigé par 7 ministres que personne n'a le droit de voir, mais qui dirigent le monde et qui prennent toutes les décisions. Et nous, on suit les SA qui sont rejetés de la population. Ça se voit que je m'en fous. Je suis désolée. Qui sont rejetés de la population. Et alors, il y a un truc qui est indéniable chez Cho Nam-jo, c'est qu'elle adore la lecture. Elle adore les livres parce qu'à chaque fois qu'elle écrit un livre ou une histoire, elle glisse un livre, elle glisse le fait d'écrire, elle glisse une recommandation littéraire. Donc ça, j'adore. Mais au-delà de ça, je me suis pas trop attachée au personnage. Je trouvais que c'était plat. Être déçu d'une dystopie, c'est vraiment pas mon genre, mais alors là, franchement, je peux pas vous le recommander parce que pareil, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Donc si vous avez des goûts similaires aux miens, évitez-vous ça. Et enfin,
Alors là, par contre, je crois que j'ai trouvé une nouvelle auteure favorite. Dans le cadre de mon challenge, donc dont je vous ai parlé il y a quelques instants, j'ai lu Cadavre exquis. J'hésitais parce que j'avais pas envie d'acheter des livres, blablabla, et je suis abonnée à Nextory, et c'est sur Nextory. Donc je l'ai lu. Oh, Mamma Mia, mais quel chef-d'œuvre! C'est juste parfaitement construit. Il y a toutes les informations qu'il faut, il en fallait pas plus, il en fallait pas moins. C'est pas encore du Claire qui gagne, mais c'est pas l'idée non plus. Donc, Augustina Basterica, argentine de sa nationalité, est une auteure incroyable. Je vais commencer par celui que j'ai moins aimé, parce que du coup, oui, j'en ai lu deux de la même personne. J'ai lu Les Infidèles, qui est sorti l'année dernière, et qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, depuis un an en fait, depuis qu'il est sorti. Je l'avais mis dans ma liste à suivre, blablabla, je l'avais jamais lu. J'ai bien aimé. L'idée, c'est un peu, voilà, pareil. Alors, elle, c'est toujours monde apocalyptique, dystopie. Il se passe les pires choses qui peuvent se passer dans un monde apocalyptique. Et dans Les Infidèles, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve dans une espèce de couvent où les gens, au lieu d'être croyants, ils sont infidèles. Au lieu de croire en un dieu qui serait bon, ils croient en des trucs horribles. Ils se torturent les uns les autres, ils se mettent des cafards dans les oreillers, ils se cousent les yeux, enfin bref. C'est pas des lectures pour enfants. Et ça me rappelait un peu les lectures de livres d'horreur que je faisais quand j'étais petite. J'adorais faire ça, ça me faisait peur, mais j'adorais. Je me mettais sous ma couette comme ça et je lisais des petites nouvelles d'horreur. Bref. Et là, c'était exactement ça. Alors, dans Les Infidèles, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était bien moins bien construit que Cadavre exquis. Donc on suit cette jeune fille qui a vécu beaucoup de choses traumatisantes. C'est une jeune fille, monde apocalyptique, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour elle se passe dans tous les livres que je lis en ce moment. Et dans l'actualité! Wouhou! Donc c'est incroyable. Je pense qu'un jour, j'hésite à faire une vidéo sur les violences sexuelles en littérature parce que vraiment, je trouve que c'est un thème qui revient beaucoup trop. Beaucoup trop. Trop. Beaucoup. Beaucoup trop. Donc elle vit tous ces trucs horribles, elle se retrouve dans un couvent où là on la protège et le but c'est de monter dans la hiérarchie et de devenir une illuminée. Le livre est sympa, il y a de très belles images, très belles images avec la nature, très belles images de sexe d'ailleurs, de sensualité, d'amour, de tendresse, ça c'était vraiment très beau. Quelque temps avant, cette même auteure, Augustina Basterica, notez-le bien, messieurs, mesdames, avait sorti Cadavre exquis. Alors, je préfère le livre en anglais qui veut dire La chair est tendre. Les éditions, messieurs, mesdames, de ce livre sont absolument fantastiques, sauf en France. C'est quoi ça? Énorme coup de cœur. J'ai commencé le mois avec un 5 étoiles sur 5 étoiles, et j'ai fini le mois avec un 5 étoiles sur 5 étoiles. Cadavre exquis, c'est un énorme coup de cœur. Ici, simple et efficace. Monde apocalyptique, on mange plus de viande animale parce que apparemment ils ont tous été contaminés par un virus. On mange des humains. C'est aussi répugnant que fascinant. J'ai failli vomir. Vraiment. J'ai failli vomir dans la deuxième partie. Il y a une scène à table avec des milliardaires. J'ai failli vomir. Mais j'étais quand même intriguée. Du coup, j'ai fait des petites recherches sur Internet, puisque j'avais envie d'en connaître plus, j'avais envie d'autres recommandations de livres dans le genre, parce que ça m'intrigue quand même. Le cannibalisme, je trouve, c'est vraiment la transgression de la fin du monde, vous voyez. Et je suis tombée sur les dossiers Epstein. Traumatisme. Mais l'histoire, elle est tellement bien faite, parce qu'en fait, c'est tellement réaliste. C'est sûr que dans un monde pareil, les choses se passeraient comme ça. Mais ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'elle arrive à aller plus loin que ce qu'on fait avec les animaux. Il y a des... Comment dire ça sans vous spoiler? Je sais pas quoi. Ce livre était juste trop bien. Alors, trop d'excitation dans cette vidéo. Trop d'excitation dans cette vidéo. J'ai lu et j'ai écouté l'audiolivre en même temps. L'audiolivre avec l'accent argentin qui parle en anglais et le livre avec le lyrisme de l'auteur. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous préfériez, juste lisez le livre, c'est fabuleux. Très bien écrit. On suit Marco Stero, qui vient de perdre son fils.
Donc ça, on l'apprend très tôt. Et c'est un peu la pierre angulaire de tout ce livre parce que tout va se passer autour de ça, les choix, en même temps le lien qu'il entretient avec son père et avec sa sœur et avec sa femme, sa position dans la société, pourquoi est-ce qu'il est directeur d'abattoir comme il est directeur d'abattoir alors que ça le dégoûte et que ça le répugne. Et tout ça, c'est la première partie, et c'est dégueu, c'est dérangeant, et en même temps, on est dans la tête de quelqu'un qui est d'accord avec nous, donc ça, ça va. Puis, arrive la deuxième partie. Et là, c'est la descente aux enfers. Mais vraiment aux enfers. Ce que je vous disais, j'ai eu envie de vomir. J'ai explosé de rire à un moment parce que Marco Stero, il parle à quelqu'un, mais d'une façon... Vous savez, quand vous êtes très énervé, et si votre petite voix parlait à votre place, c'est exactement ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça, mais fabuleux. Donc ça, j'ai adoré. Et juste après, il y a une scène, il y a même deux scènes horribles. Alors, la scène du dîner, encore une fois, répugnant. Répugnant, mais à la fois, bon bah voilà, si vous aimez bien lire des histoires un peu gore, jouissif. Bref, je vous recommande à 100% ce livre. C'était trop bien. C'était vraiment ouf. Mais waouh! Waouh! Et avec ceci, nous finissons le bilan du mois de mars. Donc, je veux surtout que vous vous reteniez de lire The End of August. Si vous pouvez le lire en anglais, faites-le. Lisez La fille aux 7 noms, incroyable. Et s'il vous plaît, lisez Cadavre exquis. En tout cas, si vous avez le cœur bien accroché, parce que ces trois-là, c'était juste des énormes bangers, et je sais que je vais vous en parler pendant toute l'année. Et maintenant, je vous laisse avec le petit clip le plus satisfaisant du mois, c'est-à-dire quand je surligne les livres que j'ai lus. En attendant, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye!